programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, agression rwandaise, le Conseil de l'Union européenne durcit le temps. Plusieurs officiers rwandais, les dirigeants du M23 et de l'AFC sont désormais sous sanction de l'Union européenne. Dialogue de Luanda, jour J-1. Quelles sont les chances de cette démarche angolaise? Qui pour représenter le gouvernement congolais? Ces discussions pourront-elles réellement apporter une paix définitive au pays? Tentative de réponse dans ce journal. En sport, après plus de 20 ans de carrière en journalisme sportif, Arlette Boutella veut diriger la Ligue nationale de football féminin. Voilà qui justifie le dépôt de sa candidature au poste de président de la LINAF. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le Conseil de l'Union européenne a adopté ce lundi des sanctions ciblées contre plusieurs officiers rwandais, des dirigeants du M23 et de l'AFC. Ces mesures font suite à l'escalade du conflit, notamment la prise de villes clés comme Goma et Bukavu, et visent à répondre au soutien présumé du Rwanda au M23 ainsi qu'à l'instabilité régionale qui en découle. Pour une première fois, l'Union européenne prend des sanctions ciblées et directes contre des responsables et des personnalités impliquées dans la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi ces personnalités, l'on peut citer notamment un Bertrand Bisimwa, président du M23, accusé de diriger les opérations militaires et politiques du groupe. 2. Janvier Karaïri, commandant de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, impliqué dans des alliances avec le M23. 3. Jean Bosco Rukomera, officier rwandais soupçonné de coordonner le soutien logistique au M23. 4. Patrick Nzenze, responsable militaire du M23, lié à des exactions dans l'Est de la République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu. 5. Emmanuel Nkubito, figure de l'AFC, impliqué dans le recrutement et la mobilisation. 6. Tarsis Moïsi, officier rwandais accusé de faciliter l'appui militaire au M23. 7. Jean-Marie Kamandi, leader opérationnel du M23, responsable d'attaques récentes. 8. Nzabonipa Mupendi, officier rwandais lié au soutien transfrontalier au groupe rebelle. 9. Jean-Pierre Moussanga Bahati, commandant adjoint du M23, impliqué dans la gestion des territoires conquis. 10. Gasabo Gold Refinery, entité rwandaise sanctionnée pour son rôle présumé dans le commerce illicite de ressources naturelles, finançant potentiellement le conflit. Ces sanctions incluent des gels d'avoirs dans l'Union européenne et des interdictions de voyage pour les individus listés, ainsi que des restrictions économiques pour l'entité. L'Union européenne a justifié ces mesures en soulignant la violation manifeste de la souveraineté de la RDC et les graves conséquences humanitaires du conflit, avec plus de 3 millions de déplacés depuis janvier 2025. Ces sanctions tombent alors que la RDC se prépare à rencontrer des leaders et responsables du M23 à Luanda sous la médiation angolaise. Elle pourrait donc servir à charge en faveur de la RDC. Je l'annonçais au sommaire, le dialogue entre le gouvernement congolais et le M23 est censé débuter ce mardi 18 mars à Luanda, capitale angolaise, sous la facilitation de Joao Lourenço en vue de parvenir à une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quelles sont les chances de cette démarche angolaise? Qui pour représenter le gouvernement congolais? Ces discussions pourront-elles réellement apporter une paix définitive au pays? Crispin Tchibikoufwa s'est penché sur la question. La République démocratique du Congo s'est engagée sur la voie du dialogue depuis la nuit des temps sans jamais parvenir à une paix durable. D'aucuns pensent qu'il s'agit plutôt d'un cercle vicieux, d'autant plus que le pourparler de Sun City, le plus large de l'histoire du pays de Lumumba, n'avait pas non plus permis à la population congolaise, particulièrement celle de la partie orientale, d'oublier définitivement les atrocités de tout genre. Ces discussions avaient plutôt permis les mixages et brassages, renforçant ainsi l'infiltration de la RDC par les pays agresseurs. À la veille d'un autre dialogue convoqué cette fois par le facilitateur Lourenço, président angolais à Luanda,
censé mettre fin à cette énième guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement du 23 mars M23, un dialogue finalement accepté par Kinshasa après la prise de Goma et Bukavu, ainsi que plusieurs autres territoires du Grand Kivu, alors que le gouvernement congolais opposait toujours son refus catégorique de dialoguer directement avec le M23 et l'AFC, qu'il qualifie de terroristes et pantins au service du Rwanda. Les regards de tous les Congolais restent tournés vers la capitale angolaise, où ces discussions doivent débuter ce mardi 18 mars. La délégation de la République démocratique du Congo compte se rendre à Luanda, mais jusque-là, sa composition et ses missions ne sont pas encore connues officiellement. Mambusi Tassumbu, l'un des conseillers du président Félix Tshisekedi, a remis il y a peu un message de la RDC au médiateur angolais dont le contenu n'était pas divulgué. Cependant, des doutes demeurent à Kinshasa. Selon certaines sources, les autorités congolaises pourraient refuser les propositions de brassage et mixage des tristes mémoires. Et ce dimanche, l'équipe d'avance de la RDC n'a pas pu faire les déplacements de Luanda pour des discussions prévues ce mardi 18 mars entre la RDC et les M23. Et l'autre grande question est celle de savoir la nature et la qualité des personnes qui feront partie de cette délégation congolaise. Dans ces domaines, certaines figures, notamment celles de l'Est, sont à ne pas négliger. Sur son compte X, Jean-Paul Lumbu, vice-premier président honoraire de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et grand notable, avocat au barreau du Nord Kivu et de Kinshasa Matete, pense qu'en RDC, les accords sont négociés et signés dont le contenu est totalement méconnu de la population qui, au finish, en devient la principale victime. Pour lui, les députés et notables de l'Est, victimes directes, doivent faire partie de la délégation pour ces négociations. En attendant, du côté de l'opposition non armée, l'on salue et soutient l'initiative du président de la République de l'Angola qui vise à rechercher une solution durable à la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo qui n'a que trop dire. Et aux dernières nouvelles, la coalition AFC-M23, qui avait déjà publié une liste de ses membres censés prendre part aux négociations ce mardi, s'est dégonflée. Dans un communiqué signé par son porte-parole, la coalition rebelle dénonce le fait que Kinshasa ne respecterait pas le cessez-le-feu demandé en raison de la désescalade exigée avant le dialogue. Mais la raison principale, c'est surtout les sanctions qui sont tombées cet avant-midi qui frappent individuellement des grandes figures de la coalition rebelle. Ouverture ce lundi de l'atelier de renforcement des capacités des officiers des FARDC sur la cybercriminalité et la cybersécurité à l'hôtel du Fleuve à Kinshasa. L'objectif est d'outiller les participants en gestion NTIC afin de mieux déjouer le plan de l'ennemi en matière informatique en cette période de guerre. Ils sont plus de 60 participants, officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, réunis en atelier au Fleuve Congo Hotel afin de bénéficier d'une formation sur la sensibilisation à la cybercriminalité et à la cybersécurité proposée par l'entreprise Nobility Training. La DG de cette entreprise, Daniela Kinanvoudi, revient sur la nécessité de cette formation. Dans ce domaine, les missions et les enjeux du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants sont spécifiques et nécessitent l'utilisation de l'outil informatique pour soutenir nos opérations. Nos adversaires ne manquent pas de le faire, qu'il s'agisse de puissances étatiques, non étatiques, des terroristes et des criminels tout court. Juste après, la dirigeante de cette société, c'était au tour du secrétaire général à la défense de prononcer les mots d'ouverture et exhorter les officiers présents à faire bon usage de cette formation combien importante pour la sécurité de la nation. Dans ce contexte, la cybercriminalité n'est plus réservée qu'aux seuls experts informatiques ou informaticiens, car les cybermenaces évoluent rapidement et les attaques se font de plus en plus sophistiquées. L'objectif de ces séminaires est donc d'apprendre, de réfléchir, mais aussi d'échanger sur les solutions concrètes concourant à renforcer nos capacités, notre efficacité et notre résilience face aux menaces de notre temps.
La quintessence de ces thèmes réside dans le fait qu'ils incitent les participants à réfléchir sur les enjeux de la cybersécurité et de la cybercriminalité. Profitant de son passage à Kolwezi dimanche 16 mars, la ministre de la Jeunesse et Veille patriotique a échangé dans la salle NAS avec les jeunes des différentes structures de la province du Lualaba sur initiative du Conseil provincial de la jeunesse. Noéla Aega Nagato a profité de cette occasion pour sensibiliser la communauté juvénile du Lualaba à s'enrôler massivement au sein de l'armée. Elle était accompagnée de la gouverneure de province Fifi Masuka qui, depuis un temps, est engagée sur plusieurs fronts patriotiques en cette période de guerre en réponse à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était une mobilisation hors pair dimanche 16 mars 2025. Les représentants de plusieurs structures de la jeunesse lualabaise étaient sur le point d'exploser la salle NAS de Kolwezi suite à un monde fou. Une action hautement patriotique initiée par la gouverneure du Lualaba à l'intention de la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique. Déjà à l'arrivée de la patronne de la jeunesse au sein du gouvernement de la République accompagnée de la gouverneure Masuka, l'accueil était chaleureux. La patriote numéro 1 du Lualaba a commencé par haranguer la foule de cette communauté juvénile sur la bataille acharnée et multidimensionnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contre l'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23. Une intervention claire et précise pour conscientiser chacun à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la RDC. Vous avez prouvé que vous êtes des patriotes. Les jeunes, les enfants de Félix-Antoine Tshisekedi. Je suis très très fière de vous et c'est pour cela que je veux que vous soyez attentifs à ce que votre sœur, votre ministre, va vous donner comme message. Ça n'est suivi l'adresse de la ministre Noéla Aega Nagato qui a attiré l'attention des jeunes de la province cobaltifère à l'unité et à lutter contre la désinformation que l'agresseur exploite pour déstabiliser le pays, surtout à partir de l'Est. Nous ne sommes pas l'avenir de demain, mais nous sommes le présent de notre pays. Et nous devons nous en rendre compte, parce que personne ne viendra prendre les choses en main pour nous. Le responsable du Conseil provincial de la jeunesse a remercié les deux personnalités pour la pertinence de leurs interventions qui placent ses pairs devant leurs responsabilités. Ce rassemblement s'est clôturé par l'enregistrement de plusieurs jeunes ayant pris volontairement la décision d'intégrer l'armée nationale. Wivine Moleka, la vice-ministre des hydrocarbures et politicienne de longue date, poursuit ses gestes de cœur en faveur de la population en ce temps d'agression rwandaise. Elle a pensé aux femmes des militaires dont les partenaires sont actuellement engagés au front. Un intense moment de communion qui a remonté le moral des familles des FARDC. Regardez. Kinshasa, 16 mars 2025, nous sommes au chapiteau du camp Kokolo. Touchée par la crise sécuritaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo, la vice-ministre des hydrocarbures est venue encourager et réconforter les épouses et filles des valeureux soldats congolais qui s'ébattent courageusement pour défendre la patrie. Épreuves et vous trouvez la force de continuer malgré l'adversité. Et pour celles qui ont perdu un être cher au combat, je sais que les mots, aussi sincères soient-ils, ne pourront jamais combler l'absence, ni alléger votre douleur, mais sachez que votre souffrance est aussi celle de toute une nation et que nous ne vous oublions pas. Une considération qui a tellement marqué les esprits des familles des hommes en uniforme. La visite de celle qu'on appelle affectueusement l'impératrice traduit la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui avait promis de faire des problèmes, douleurs, souffrances des familles des forces armées de la République démocratique du Congo sa préoccupation. Madame Wivine Moleka, profitant de la célébration du mois de la femme, a procédé à la remise des pagnes pour marquer également la reconnaissance de la lutte pour le droit de femme, un véritable soulagement pour ces familles.
Le Conseil universel pour la paix des nations et continents a élevé la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, au rang de grand cordon de paix et servante de l'humanité. Ce titre honorifique permettra à la ministre de siéger désormais au Conseil universel de la paix. À l'occasion de la journée glorieuse universelle de la paix organisée par le Conseil universel pour la paix des nations et continents, CULPAC en sigle, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a été élevée au titre de grand cordon de paix et servante de l'humanité, titre honorifique et de noblesse de CULPAC. Nous sommes heureux de vous remettre l'acte de paix, vous sanctionnant comme grand cordon et servante de l'humanité. Pour marquer l'événement, les emblèmes et signes de la paix, à savoir la couronne, les couliers et les livres, ont été remis symboliquement à la récipiendaire Nathalie Aziza Mounana par l'émissaire européen, en attendant la grande cérémonie de la remise officielle des emblèmes qui se fera très prochainement à Bruxelles. Pour la lauréate du jour, Nathalie Aziza Mounana, la paix doit être cultivée au quotidien de tout le monde. Pour l'émissaire européen, Nathalie Aziza Mounana est une femme exceptionnelle qui mérite amplement ce titre. Elle est spéciale. Elle n'est pas comme les autres. C'est une dame de très grande qualité, avec des gens comme son Excellence. S'il y en avait plus dans les gouvernements, dans les lieux de décision, aussi bien en Afrique, en Europe, partout dans le monde, eh bien, je suis persuadé que le monde se porterait mieux. Et voilà pourquoi la récompense qui lui est accordée aujourd'hui est amplement méritée. Pour immortaliser son élévation, le grand cordon de paix et servante de l'humanité, Nathalie Aziza Mounana, a apposé sa signature dans les livres d'or du Conseil universel pour la paix des nations et continents. Désormais, le nom de Nathalie Aziza Mounana est inscrit aux côtés des grands hommes et femmes de paix, à l'instar de Nelson Mandela, Simon Kimbangu, Martin Luther King, Mère Teresa, Desmond Tutu, Princesse Lady Diana. À la seule différence de ces hommes et femmes de paix, Nathalie Aziza Mounana va siéger au Conseil universel de paix. En sa qualité de grand cordon de paix et servante de l'humanité, faisant d'elle la première femme congolaise et africaine à occuper ces postes. La République démocratique du Congo a été élue membre du comité exécutif de l'Association des autorités électorales africaines en tant que représentant de la sous-région de l'Afrique centrale lors de la 12e Assemblée générale de cette organisation continentale tenue à Accra, capitale du Ghana. Ces assises se sont déroulées du 12 au 14 mars 2025. Plus de détails dans cet élément signé Dikans Kaboya. En marge de cette réunion, le président Denis Kadima Kazadi a été désigné à l'unanimité par ses pairs de l'Afrique centrale comme président intérimaire chargé de mettre en place une association des commissions électorales d'Afrique centrale. Cette double distinction vient récompenser les progrès réalisés par la RDC en matière électorale, notamment dans la maîtrise des opérations techniques, la gestion des ressources humaines électorales, l'adoption du vote électronique, encore peu répandu en Afrique. L'élection de la RDC à ces deux instances majeures de la gouvernance électorale africaine témoigne de la confiance accordée au pays et à la CENI pour son engagement en faveur du processus électoraux modernes et transparents. Cette assemblée nous donne l'opportunité justement de discuter, d'apprendre les uns des autres, et je dois dire ici que l'expérience de la RDC en 2023 a beaucoup inspiré les assises. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites par les participants voulant justement émuler l'expérience de notre pays, et nous en sommes très fiers. Au sein du comité exécutif de l'AAEA, la RDC jouera un rôle déterminant dans l'amélioration des processus électoraux sur les continents, en contribuant aux réformes électorales et aux échanges d'expériences entre commissions électorales africaines. En tant que président de l'Association des commissions électorales d'Afrique centrale, Denis Kadima Kazadi aura pour mission de renforcer la coopération régionale et de promouvoir les bonnes pratiques électorales en mettant particulièrement l'accent sur la transparence et l'inclusivité électorale en Afrique centrale. Cette reconnaissance renforce la position de la CENI RDC
comme un acteur incontournable dans la gouvernance électorale en Afrique. Après le lancement de la campagne de sensibilisation à la lutte contre la corruption, l'inspection générale des finances a réuni les écoliers des collèges Bosembo de Lingwala et Boyokani de Mangafula. L'objectif est de sensibiliser sur la lutte contre la corruption et au développement des vertus collectives. Lors des échanges, le chef de service de l'inspection générale des finances a rappelé aux jeunes écoliers qu'ils sont l'avenir de demain. Jules Alinguete a exhorté son auditoire à être une nouvelle génération des Congolais qui privilégie l'intérêt de tous. Cette démarche pédagogique de l'IGF tient à ce que ses élèves soient capables de comprendre la maladie dont souffre la République démocratique du Congo, qui émane de ce fléau destructeur, la corruption. Ils doivent comprendre que les difficultés que nous avons aujourd'hui dans notre pays sont consécutives à la mauvaise gouvernance dont le pays a fait l'objet depuis des décennies et qu'ils doivent être une nouvelle génération de Congolais qui puissent privilégier l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt individuel. Pour l'un des encadreurs du collège Boyokani de Mangafula, cette rencontre va permettre aux apprenants d'intérioriser les bonnes pratiques car ils seront demain des futurs gestionnaires des entreprises publiques. Par rapport à ce qu'il a donné comme conseil et des matières qu'il a pu soulever devant la jeunesse qui sera aujourd'hui les futurs gestionnaires qui vont essentiellement gérer des entreprises de ces pays, je crois que ça va porter des messages très forts, de sorte que ces jeunes puissent éviter durant toute leur vie, là où ils seront peut-être des futurs gestionnaires, à éviter la corruption. À leur tour, les élèves saluent l'initiative de l'IGF et promettent de s'aligner dans la logique de la lutte contre la corruption. C'est qu'il a lancé un premier message à la jeunesse. Premièrement, de pouvoir s'égarder de tout mauvais exemple des générations antérieures, notamment la corruption, notamment le vol, notamment le détournement de fonds. Il a dit qu'au-delà de ce que nous pouvons voir comme bénédiction à court terme, c'est une malédiction à long terme que nous donnons en faisant toutes ces choses mauvaises. Donc gardons-nous de ce qui est mal parce qu'en fin de compte, que ce soit la justice terrestre ou divine, il y aura toujours un rendement à la fin de nos actions. Il y a lieu de noter que cette rencontre s'inscrit dans la série des rencontres que compte mener l'inspection générale des finances pour la sensibilisation des jeunes. Contrairement aux fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki se porte bien. Il n'a pas été victime d'un accident. À titre d'information, l'autorité urbaine a notamment tenu le jeudi dernier, soit 5 jours après la date du prétendu accident, plusieurs séances de travail portant sur les projets Métro-Kin et l'extension de la ville de Kinshasa en présence de Madame la Première ministre Judith Suminwa. La direction générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité sous la direction du docteur Sandrine Moubenga a célébré la journée internationale des droits des femmes en organisant une conférence échange destinée aux femmes de l'établissement. Cette rencontre a été animée par Madame Sivi Maloukissa, directrice générale de Manitech. L'événement qui s'est tenu dans la salle de réunion de la RE au 3e étage de l'immeuble Le Royal à Gombe a été un moment privilégié d'échange et de partage d'expériences enrichissantes. Madame Maloukissa, figure emblématique ayant évolué dans plusieurs multinationales en tant que directrice des ressources humaines, a mis son expertise au service des participants en les incitant à transformer leurs ambitions en pouvoir concret. Elle a insisté sur l'importance et la détermination, de la persévérance et de la capacité à surmonter les obstacles tout en démontrant que les femmes sont pleinement capables d'innover, de s'imposer et d'impacter leur secteur. Parmi les participantes s'est trouvée Madame Allegri Ntumba, directrice de l'administration et des finances de l'ARE, qui a souligné l'importance de faire valoir ses droits et d'impacter durablement un secteur historique dominé par les hommes. Cela correspond pleinement au thème de l'année 2025 pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et en tant que femme, notre rôle biologique, c'est de gérer la vie. Et toutes les questions de la vie sont réglées sur Terre par les sciences. Et par conséquent, une femme de science résout plus de problèmes qu'un homme, pas parce qu'elle est plus intelligente, mais parce qu'elle est plus concernée par les problèmes de la vie qu'un homme.
En saluant le leadership exemplaire de Dr Sandrine Moubenga à la tête de l'ARE, Madame Sylvie Malukissa a encouragé toutes les femmes présentes à cultiver leur passion, leur résilience et leur engagement pour transformer les ambitions en réalité et contribuer activement au développement de leur secteur et de leur communauté. Elle a également rappelé que le cerveau n'a ni genre, affirmant que lorsqu'il s'agit de compétences, les questions de genre deviennent secondaires. La conférence est clôturée par la remise des cadeaux aux femmes de l'ARE au nom du déchet par Madame Alekriane Toumba. Effort de guerre, le parti politique Union congolaise en marge du mois de la femme communie avec les épouses des militaires du camp Maluku, Mangengenge représentant le ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, autorité morale de cette formation politique, le secrétaire général Pris Mwabi et quelques membres du parti étaient porteurs d'un message de soutien à ces épouses militaires en cette période de guerre au pays ainsi que de nombreux dons pour soulager tant soit peu leurs difficultés. C'est une foule en liesse, essentiellement composée des femmes qui accueillent les envoyés de Daniel Mukoko Samba, autorité du parti UCO au camp militaire Maluku Mangengenge. Le secrétaire général du parti politique Union congolaise est accompagné de la présidente nationale de la Ligue des femmes et du secrétaire exécutif provincial pour apporter un message de soutien aux épouses militaires en ces temps de guerre et en rapport avec le mois de mars dédié à la défense des droits de la femme. Le message que nous avons, c'est de réconforter toutes ces femmes qui sont restées ici pendant que leurs maris sont sur terrain. Nos ancêtres ont vécu sur cette terre et ils nous ont dit de protéger la terre qu'on appelle RD Congo. Nous allons protéger notre terre. Nous allons nous battre comme c'est la philosophie et l'idée du chef de l'État, Fachi Moukwatombolo, Fachi Béton. Nous allons tout faire pour que la partie qui a été conquise par les rebelles puisse se retourner à l'armée congolaise. Dans leur JBCR, quelques présents. Au moins 1500 épouses militaires ont reçu des pagnes. Émues, ces femmes lancent l'appel à la première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, de leur venir en aide. Le parti UCO promet d'autres actions de soutien aux FARDC dans les jours à venir. Célébration du mois de la femme, Yvette Ngoussi Zanga, présidente du Cercle des entrepreneurs en action, a communié avec les femmes de Bandalungwa. À l'occasion, elle a invité ces femmes à soutenir les efforts du chef de l'État dans sa quête à reconquérir les territoires occupés par les rebelles M23 AFC. Elle n'est jamais restée insensible face aux différentes demandes de ses compatriotes, toujours aussi généreuse. Après plusieurs mois d'absence de la République démocratique du Congo, la voilà de retour sur cette terre qui la vit naître, Bandalungwa. Elle, c'est Yvette Ngoussi Zanga, présidente du Cercle des entrepreneurs en action et secrétaire générale adjointe en charge des mobilisations et implantations du parti FIDEC, parti cher à Fifi Masuka Saini. Elle a voulu, à sa manière, célébrer le mois de mars avec sa base en distribuant des pagnes à plusieurs mamans de cette contrée. Nos enfants ont eu de fournitures scolaires, nous sommes heureuses. Qu'elle aille de l'avant. Nous sommes heureuses d'avoir reçu ces pagnes. Cette dame nous a honorés. Jamais un sans deux, à quelques mètres de là, dans la salle Falbob, une réception digne de son rang a été offerte aux mamans notables natives des Bandalungwa. La femme sur les traces du changement, comme l'a surnommé sa base, Yvette Ngoussi Zanga, a également communié avec ce deuxième groupe des femmes. La joie était au rendez-vous. La soirée a commencé par une courte prière, puis s'en est suivi le mot de circonstance de la présidente du Cercle des entrepreneurs en action, qui n'a pas manqué de remercier son autorité morale, Fifi Masuka Saini. Merci d'avoir honoré cette invitation, que la gloire soit rendue à Dieu qui a rendu possible cet événement. Je vous invite toutes à soutenir le chef de l'État dans sa quête de reconquérir les territoires occupés par les rebelles du R23. Mes remerciements vont également à mon autorité morale,
Fifi Masuka Saï. Sur la liste des remerciements, elle n'a pas oublié toutes ces femmes qui croient en elle et sur qui elle fait reposer toute sa confiance eu égard aux résultats réalisés sur terrain. Le 38e anniversaire de la création du barreau de la province du Kwilu a été célébré le 15 mars sous le signe de l'unité. La cérémonie a été organisée dans la salle du bâtonnier Benoît Epota dans la ville de Kikwit. Un événement riche en couleurs, le barreau de la province du Kwilu totalise 38 ans d'existence. Naître, grandir et atteindre la maturité, une évolution grandiose grâce à l'apport de tous, affirme le bâtonnier Benoît Epota dans son allocution. C'est une commémoration que nous plaçons sous le signe de la dignité, de la confraternité, de la solidarité, de l'unité de tous les membres composant notre barreau. Tellement que pour cette manifestation, comme c'est pour la première fois de l'histoire de ce barreau, voilà pourquoi ça a pris cette ampleur. Au menu, un séminaire de remise à niveau pour tous les avocats, un concours d'art oratoire, une marche de santé partant du rond-point monument au siège secondaire du barreau, toujours dans la ville de Kikwit, pour tous les avocats présents et un match de football féminin opposant les avocates au barreau et les avocates stagiaires qui s'est soldé par la victoire de ces dernières. Telles sont les activités organisées à cette occasion. Il était important que tout avocat du barreau du Kwilu sache l'historique de ce barreau. C'est un barreau qui date de 38 ans. Les vieux avocats sont là, mais la jeunesse également est là. Sur le plan scientifique, vous avez vous-même observé la qualité des enseignements qu'il y a eu en ces lieux et de débats. Donc nous en sommes totalement satisfaits. Quant à ces jours un millier d'avocats, le barreau de Kikwit n'avait à sa création en 1987 que 3 avocats. Pour l'histoire, de sa jeunesse à aujourd'hui, le barreau de Kikwit a connu 6 bâtonniers, notamment Mbundu, Moka, Mbere, Kalengi, et Potamona Benoît et Dimonekene Béatrice. Clôture du séminaire commémoratif du 34e anniversaire de la communauté internationale des femmes messagères de Christ. Pendant 8 jours, soit du 9 au 16 mars, les membres du ministère chrétien du combat spirituel dans la CIFMC et la branche féminine se sont retrouvés à la Cité des Triomphes pour rendre des actions de grâce à Dieu pour le parcours de combattants de l'œuvre réalisée par le couple Olangi. C'est sous une ambiance de célébration que les spécial séminaires bibliques organisés à l'occasion du 34e anniversaire de la CIFMC s'est clôturé le dimanche dernier à Kinshasa. Des délégations venues de plusieurs assemblées en Afrique, tout comme en Europe, ont loué les seigneurs sous la conduite du couple Bouloba et de maman Micheline Chabani. Dans son mot de clôture, Madame Wivine Matiabou, présidente du comité d'organisation, a exhorté les mamans de la CIFMC à appliquer les enseignements suivis pendant ces 8 jours de prière. La célébration du l'an 34 de la CIFMC a coïncidé avec un autre anniversaire, celui du Centre péniel mondial, occasion pour les bergers sentinelles, le révérend Alain Gabriel Olongui, de sensibiliser sur la poursuite sans relâche de la face des dieux, et à la servante des dieux, Sinaï Exaucé da Silva Olongui, de conclure. La clôture s'est très bien passée et le séminaire aussi s'est très bien passé. Je bénis les seigneurs parce que vraiment il a utilisé ses servantes puissamment et les mamans ont vraiment répondu. En tout cas, on croyait que c'était une convention par la grâce de Dieu. En tout cas, que Dieu bénisse tous les peuples de Dieu qui sont venus fêter avec nous les 34 ans d'âge de la CIFMC. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin et nous disons merci à tout le monde au nom de Jésus-Christ. La présidente générale de la CIFMC a terminé son propos par un appel à l'unité dans les familles des enfants des dieux. Je l'annonçais au sommaire, après plus de 20 ans de carrière en journalisme sportif, Arlette Boutella veut diriger la Ligue nationale de football féminin. Elle tient à professionnaliser cette ligue et la rendre compétitive au même titre que la Linafoot, messieurs. Voilà que justifie le dépôt de sa candidature au poste de présidente de la Linaf. Christian Bokaya.
Il est temps de redresser la barre du football féminin en RDC et Arlette Boutella s'assigne cette mission. Eh bien, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la date limite pour le dépôt des candidatures en ce qui concerne la Ligue nationale de football féminin. Et nous sommes, tickets pour la présidence de la Ligue nationale de football féminin. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui nous congédier, toute notre équipe, pour déposer notre candidature. Journaliste et sportive de renom, Arlette Boutella a déposé sa candidature ce lundi au poste de président de la Ligue nationale de football féminin pour apporter du sang neuf à la LINAF. Nous devons avoir un football féminin reluisant en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. C'est pourquoi nous voulons, avoir un football attrayant, un football rémunérateur. Vous le savez, les femmes ont une courte durée dans le domaine du football. Alors, elles doivent penser non seulement à faire ce football, à tirer profit, mais également à penser à la reconversion. Et c'est notre but. Arlette Boutella tient à une ligue nationale compétitive au même titre que la Ligue nationale de football messieurs. On doit avoir une Ligue nationale de football au même niveau que la Ligue nationale de football messieurs. C'est-à-dire une compétition régulière, retransmise à la télévision pour plus de visibilité, mais aussi rémunérateur. Pourquoi pas? À la démarche calme et sourire aux lèvres, Arlette Boutella est plus que déterminée à diriger la Ligue nationale de football féminin, mais compte surtout sur l'appui de tous les électeurs. Bonne chance au ticket Arlette Boutella. Ce journal est fini. Place au rappel des titres. Agression rwandaise, le Conseil de l'Union européenne durcit le temps. Plusieurs officiers rwandais, les dirigeants du M23 et de l'AFC sont désormais sous sanction de l'Union européenne. Dialogue de Luanda, jour J-1. Quelles sont les chances de cette démarche angolaise? Qui pourrait représenter le gouvernement congolais? Ces discussions pourront-elles réellement apporter une paix définitive du pays? Vous avez suivi les détails dans ce journal. En sport, après plus de 20 ans de carrière en journalisme sportif, Arlette Boutella veut diriger la Ligue nationale de football féminin. Elle tient à professionnaliser cette ligue et la rendre compétitive au même titre que la LINAFoot messieurs. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Inico Cash.